on a encore des choses à dire. Alors Aujourd'hui, je te dis pas, il y a une énergie terrible. Moi, je boufferais un lion. Ah ben dis donc. Ben tu sais, il y en a plus des masses de lions. Moi, je sais, les seuls qui restent en tout cas. Il m'en suffit que d'un, hein, tu sais. Ah ouais, d'accord. Mais pour en venir à la suite de tout ça finalement, parce que tu parles de Lyon, et je pense à des personnages des hommes qui nous sont contemporains, tels qu'un homme comme Amadou Hampâté-Bâ. Il est mort, c'est vrai, mais j'entends, c'est un homme qui datait du début du siècle passé, quelque chose comme ça. Donc, dans les années 50, 60, il était de toute façon bien présent. Ouais. Tu vois, en 68, vous pouvez avoir affaire à lui, je crois encore. Je sais plus la date de sa mort, je ne m'en rappelle plus. Mais je pense. Tu veux que je regarde en vitesse? Regarde, s'il te plaît. Attends, 2 secondes. Il est mort en 91 à Abidjan, il est né en 1900. Voilà. Bon, ben bien, rapide. J'en étais resté, c'est plus la date. Amadou Hampâté-Bâ. Oui, oui, justement, je veux dire, en 68, c'est la révolution de 68, où tout le monde a l'impression que c'est devenu, on disait avant Jésus-Christ, à présent on peut dire avant ou après 68. D'ailleurs, on le dit. Voilà, ça se dit. Donc, voilà. Post-68 heures. Voilà, c'est ça. Eh bien, Amadou Hampâté-Bâ, il était bien vivant, puisqu'il est décédé en 91, tu m'as dit. Oui. Donc il était bien vivant, et voilà un bonhomme qui apprenait la vie en somme aux enfants. Par exemple, partait à la chasse avec un enfant, puisqu'ils sont dans un pays, dans un lieu, dans une région où la chasse fait partie de la manière d'être de ces gens-là depuis le loin dans le temps. Ils n'ont pas été obligés à ça, ça fait partie d'une possibilité qui est là. Et voilà des gens, comment est-ce qu'ils vivent? Mais comment est-ce qu'ils vivent? Pas selon une imagination occidentale, c'est ce qu'ils vivent véritablement, tu vois, je veux dire. Alors tu vois un homme comme Hampâté-Bâ qui va apprendre aux enfants à chasser. À un moment donné, il tue une gazelle. Donc après, il faut la rentrer à pied, il faut se débrouiller. Puis il y a le lion qui est là. Alors le lion se met à rugir. L'enfant, il a peur. Et Hampâté-Bâ lui dit, laisse-le rugir. Le lion, il rugit, tu as vu, c'est puissant, tu vois. Il va lui expliquer ce qu'est le lion, ce qu'il représente, bon. Et puis il faut le laisser rugir, là. À un moment donné, le lion est de plus en plus près, il rugit de plus en plus fort. C'est normal. Après, il découpe l'animal, dépaisse cet animal pour pouvoir le transporter par morceaux au village. Et puis il ramasse tout ça, mais Hampâté-Bâ, il explique bien à l'enfant, ne jamais oublier la part du lion. C'est ce qu'on appelle la part du lion. Voilà. Et il prépare un morceau, et ils savent très bien ce que le lion aime le mieux, et voilà comment ça se passe. Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Alors si les animaux arrivent à être dans un état de désespoir, cela commence à faire bizarre. Mais c'est pas une impossibilité. C'est-à-dire, tu penses que l'homme a conduit l'animal à être dans un état de désespoir aussi? Bien sûr. Ah, il a conduit l'ensemble de la création. Tu sais, ce que tu dis, c'est pas faux, parce que quand tu vois aujourd'hui que les éléphants se retournent contre les populations autochtones, c'est-à-dire ils les piétinent, ils les vraiment d'une manière, c'est pas une attitude normale d'un éléphant. Eh bien les éléphants, ils ont été tellement massacrés, et tu sais qu'un éléphant, ça a une mémoire phénoménale, que oui. tu vois, il y a eu cette transmission de ces ressentiments depuis des années, et maintenant, les gens se font écraser mais alors sans aucune commune mesure, tu vois. Tout à fait. Alors bon, je dirais que tu as parlé de ressentiment, c'est pas le cas, dans le sens que le mot ressentiment, c'est quelque chose à conserver aux hommes. Ça sert à rien de reporter sur l'animal les sensations qu'on peut avoir nous-mêmes.
Oui, mais c'est autre chose de similaire quand même. C'est pas quelque chose de similaire. Il a une mémoire. Une mémoire. Ben, de toute façon, alors le fait où ça, disons ça, a une similitude, c'est dans le fait qu'il y a bel et bien une mémoire, bien sûr. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Les choses se retournent contre les hommes. Voilà, tout à fait. Alors j'insiste sur la dernière phrase que j'ai donnée, simplement parce que si on rentre dans des considérations de comprendre les animaux par rapport à ce que l'on ressent nous-mêmes, et si, tralala, on en arrive à Walt Disney. Oui, c'est de l'anthropomorphisme. Voilà, tu comprends l'histoire? Ouais. Donc, ça nous a bien montré ce que ça valait pour aller dans la direction de véritablement le principe qui est à l'origine de toute manifestation. Il semble pas que ça passe par là, disons. Oui, on fait parler les animaux, etc. Tu vois. Voilà, et puis il semble que ça fait partie plutôt de cette espèce de décor qui t'envoie en bas la falaise, là. C'est par ici, venez mes petits, par ici. Si on veut regarder les choses comme par rapport aux contes de fées, toi les contes, et les contes de tous les pays, c'est extraordinaire la richesse que ça représente, parce qu'ils sont en train d'expliquer tout ça, mais mieux que moi. Finalement, on est passé du conte initiatique au conte contre-initiatique. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc la part du lion, après le lion, quel intérêt d'aller bouffer un homme? Tu vois? Il est tranquille, il a une confiance, enfin disons, puisqu'on ne peut pas faire d'anthropomorphisme et que les animaux n'ont pas les sentiments des hommes, mais j'imagine que l'animal voit l'homme pas comme un ennemi. Alors je vais te dire dans les conditions, je dirais normales, parce que la condition idéale dans ce cas-là, c'est ce qui est normal. Mais oui. On peut revoir ça chez un homme comme Ramdas, par exemple, pour parler des contemporains. Ouais. Un homme comme Ramdas, il est parti avec un mantra et qui répétait, et en réalité, donc il voyait Dieu partout. Alors, en l'occurrence, un personnage comme ça, il a passé par des tribulations possibles, où il reconnaît toujours Ram, et à un moment donné, il doit aller dans la grotte des tigres, mais des tigres sauvages. Oui, oui. Dans son pèlerinage, le pèlerinage de Ramdas. C'est bien marqué le titre du bouquin. Dans son pèlerinage, il y a la grotte des tigres. J'insiste là-dessus parce que j'entends parler beaucoup de pèlerinage de la part de beaucoup de gens, croyants ou pas, on parle en pèlerinage. Alors, Ramdas aussi, il est parti en pèlerinage, et lui, son trajet, ça passait par la grotte des tigres. Ouais. Voilà. Eh bien, les tigres sont venus se coucher à ses pieds, là, à côté de lui, à ronronner tranquillement, tendrement. Ils étaient comme des gros minons, mais alors, ils étaient, aux anges. Ouais. Voilà. Voilà l'histoire. Tu vois? Eh ben, t'as qu'à voir à présent, même les caïds qui font du dressage, du machin. C'est du dressage qui est faisable. Surtout pendant ce temps qu'ils ont pas lâché prise avec eux-mêmes, les animaux. Ouais. Parce que dans les prophéties anciennes, il est expliqué que le temps viendra où les animaux se révolteront. C'est inscrit, donc tu me parles des éléphants, je sais, ça peut pas être autrement. Oui, mais regarde, en fait, tu parlais de dressage, parce qu'il y a le sucre au bout, hein, c'est tout. Oui, mais je suis d'accord, mais ça, au bout d'un moment, ça fait plus. Parce que l'animal, il suit des règles qui lui sont propres, et on peut y aller à coup de sucre, il peut perdre sa vie, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, si c'est le temps pour qu'il se révolte, eh bien il se révoltera parce qu'il n'a pas le choix. De toute manière, combien de ces dompteurs que se sont vus déchiquetés du jour au lendemain par un animal qui croyait être leur protégé, parce qu'il l'avait eu dès la plus tendre enfance, tu vois, eh bien ça n'a pas empêché. La nature sauvage de l'animal est revenue au galop, si on peut dire. Voilà, puis ça dépend de l'état dans lequel tu es avec ton dressage. Ça dépend aussi beaucoup de toi, parce que tu influences cet animal dans des proportions gigantesques à un endroit. Tu vois, donc il peut y avoir tout d'un coup, tu provoques toi-même cette révolte qui est juste avant là. À un moment donné, elle va basculer tout seul, il n'y aura plus de raison. Tout seul, sauvage, l'animal sauvage, il est parti en guerre.
Par contre, j'avais vu, tu vois, récemment une histoire de deux dresseurs, enfin, non, c'est pas des dresseurs, c'est deux personnes qui s'étaient vraiment épris d'un petit lion, ils l'avaient eu, et ils ont été obligés de le relâcher. Et des années après, ils l'ont retrouvé, je sais plus, dans la savane, et tu aurais vu les mamours que ce lion, qui était devenu vraiment à l'âge adulte, leur a sauté dessus, vraiment, c'était des retrouvailles très, très émouvantes, tu vois. Bien sûr. Et on sent vraiment qu'il y a une histoire d'amour qui s'est passée là entre ces deux personnes, ces deux adultes et cet animal, quoi. C'était vraiment de l'amour. Eh ben, tu vois, chez cet animal, quelle est sa reconnaissance qu'il a pour ses parents? Eh oui. Tu comprends? Et oui, parce que en fait, un animal, quand il se retrouve comme ça, élevé par un être humain, cet être humain se retrouve être son parent. Bien sûr. Bien sûr. Et même si c'est un parent adoptif, même s'il le sait, ça change rien. Il est dans un état là où c'est comme ça que ça se passe. Donc l'histoire du lion, là, c'est normal. Hein. C'est normal. Il y a eu une histoire, par exemple, avec un éléphant qui devait être abattu parce que personne ne pouvait en faire façon, pouvait le maîtriser. Il avait une blessure, personne n'osait approcher de la blessure. Impossible, ça allait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, ils voulaient le garder. Bon, mais en fait, tout d'un coup, la décision était prise de l'euthanasier. Ouais. Tout d'un coup, il rapplique un bonhomme, là, qui est connu dans la médecine sauvage, en Afrique, lui, c'est un personnage particulier à cette époque-là, ça date quand même un petit peu, hein, là. Mais c'est pas très vieux. Et ce bonhomme, il reconnaît cet éléphant. Puis il dit, ah mais oui, je le reconnais, puis on va aller voir ce qu'il a. Il part vers cet éléphant est un agneau. Il s'est fait soigner, il dit, mais la patte ici, mais la pas là, je veux dire, il n'y a pas eu un problème. Ouais. Et le médecin, quand on lui a demandé quelque chose, il a dit, mais je le reconnais, vous comprenez, je l'ai déjà soigné, cet éléphant, il y a 28 ans, ou il y a 30 ans. Voilà. Donc j'ai déjà eu affaire à lui. À partir de là, termineuse, tu vois, l'histoire. Ouais. Tu vois, simplement, tu vois, l'histoire de la mémoire. Alors, si tu dis qu'en ce moment, ils sont en train de piétiner les populations, tu vois de quel genre de mémoire, qu'est-ce qui est en train de jaillir de la mémoire à présent? Tout à fait. Et quand tu vois le mal, t'as vu l'audio qu'on a fait, là, où est le cochon, le mal qu'on peut faire actuellement aux animaux, que ce soit les animaux, les cobayes, sur lesquels la médecine fait toutes ces expérimentations sordides. Mais c'est pour le bien du monde, attends. Bah oui, mais voyons. Et que ce soit tous ces animaux qu'on abat pour manger, mais la manière dont c'est fait, dans ces abattoirs, enfin, je veux dire, tout ça, un jour, l'homme sera obligé de le payer. Et c'est pas pour rien que c'est devenu obligatoire. Tu parles. Donc, ça. Donc, tu vois à quelle phase on est dans les lois, les règles traditionnelles. Où il faut faire ça, faut pas faire ça. Il y en a quelques-unes, tu t'y tiens, et puis tout va bien. Il y en a pas 100 000 comme les lois dans le monde occidental, dans le monde, je veux dire, laïque. Je sais pas si un juriste ou quelqu'un comme ça est capable de me dire combien il y en a. Eh bien, on n'arrive pas à maintenir l'équilibre. Plus on en met des lois, plus il faut en réinventer, mais de toute façon, on s'en sort pas. Alors que dans les règles traditionnelles, tu vois, j'en reviendrai aux 10 commandements qu'on a été obligé d'apprendre à l'école, donc je m'en souviens. Donc il y avait 10 commandements. Il n'y avait pas 100 000 lois avec 36 millions de tordus qui sont capables de passer par-dessus la loi parce qu'ils l'ont tellement bien étudié. Là, il y avait 10 règles à tenir. Si tu t'en tiens là, tout va bien. Eh ben non. C'est vrai que maintenant c'est les 1001 lois, quoi. C'est une loi en cache une autre. Mais c'est ça. Et puis donc on nomme, pour en revenir au système démocratique, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi l'histoire. La population va voter pour un personnage qu'on lui impose,
Parce que c'est pas vrai que tu peux, oui tu peux, c'est vrai dans le fond, c'est vrai que tu peux partir d'où tu veux, arriver là-bas. Mais ça veut dire que tu as cette mentalité qui te permet de passer par tous les méandres par lesquels il faut passer pour arriver là. Eh bien je peux te dire un truc, c'est le parcours du combattant dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est pas le pèlerinage de Ramdas, c'est le contre-pèlerinage. Ah oui, là. Voilà ce que c'est. C'est un contre-pèlerinage. Donc si tu aboutis au bout, c'est que tu vois, tu as quand même gagné tes galons. Ouais. Bon, Tu comprends? j'espère qu'on va pas se la faire sucrer celle-là, parce que là on a tapé fort sur le... Ah mais attends, moi je tape sur personne, parce que moi je te dis, moi j'ai rien après le président de la République, par exemple, d'aucun pays. Attends, moi d'ailleurs j'aimerais pas être à sa place, hein. Franchement pas. Alors après, si on voit briller uniquement la paye qui touche, bon, je veux bien. C'est vrai que quand je regarde ce que moi je gagne, je peux me dire qu'il y a quelque chose, il y a un déséquilibre. D'accord, mais en fait, bon, encore il reste dans l'arbin, parce qu'il y a des gens qui gagnent 1000 fois, 100 fois donc à son salaire, et il va pour s'amuser à vouloir être président de la République. Je sais bien ce que c'est pour une galère, c'est réservé à des gens qui ont du talent, tu vois. Donc, à un moment donné, ça veut dire que tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas... Dans ce domaine-là, tu peux pas, puis il n'y a pas de raison. Donc, c'est ce qui m'a fait dire qu'un président de République s'arrête en larbin, dans le sens qu'il obéit aux ordres qu'il reçoit. C'est pas lui qui commande, faut pas croire à ça. Il commande tous les citoyens, parce il y a un ordre hiérarchique aussi dans tout, il y a un ordre hiérarchique. Il y a le chef, qu'il y a celui-ci, qu'il y a l'autre, qu'il y a machin, jusqu'à la finale, qu'il y en ait un qui fait le boulot. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, personne ne commandera le chef suprême. Et puis là, en l'occurrence, un chef d'État, il est au boulot, lui. Donc il est payé pour faire quelque chose. On dit toujours il fait rien. Ben non, il est payé pour faire quelque chose. Ok, ben écoute, on va s'arrêter là. Oui, d'accord. Je te remercie bien. Ben écoute, toujours avec plaisir. Et bonne fin de journée. Ben pareil, non? Allez, au revoir. Au revoir.